Pierre Bretonnier, bonjour. Bonjour Gaby. Alors, cette semaine, un événement important, attendu mais important, les indépendantistes ont demandé l'organisation d'un troisième référendum. Et dans le même temps, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer ont invité loyalistes et indépendantistes à venir à Paris entre la fin mai et début du mois de juin pour mettre à plat un certain nombre de sujets dont les conséquences du oui ou du non. Qu'est-ce que vous pensez d'abord? Quels sont vos commentaires sur cette demande de troisième référendum? Bon, elle était demandée depuis longtemps, c'est pas encore officiel, mais publiquement demandé par les indépendantistes. On dit que, et Sébastien Lecornu le laisse entendre, que ce référendum devrait être organisé non pas en 2021, pour cause de catapultage avec la campagne présidentielle, mais plutôt en 2022. Moi, je crois que l'État va toujours souhaiter que ce soit le plus tard possible, en espérant qu'il n'ait pas lieu du tout. Et pourquoi? Parce qu'il veut discuter d'une solution consensuelle qui éviterait le référendum couperet, pour le remplacer par une proposition faite aux Calédoniens de voter sur un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie dans ses relations avec la France, avec la métropole. Les invités vont se déplacer à Paris, ils ont tous dit oui, alors on ne sait pas encore sous quel format. Sébastien Lecornu a créé le comité privé, entre guillemets, puisque ce sont ses invités, comité Le Prédour. Il y a dans l'accord de Nouméa l'existence et l'application de cette pratique depuis 20 ans du comité des signataires. Qu'est-ce que vous pensez de comité Le Prédour, signataire? Comment vous voyez la réunion à Paris? Mais d'abord, il faut savoir que le comité des signataires est prévu par l'accord de Nouméa. Et là, il va manquer des signataires dans ce comité, qui n'est plus un comité des signataires, mais un comité Le Prédour. Il va manquer, par exemple, Simon Louécotte et Harold Martin. Ouais. Alors, ce n'est pas entièrement décidé. D'accord. La question est posée. Apparemment, il va manquer Simon Louécotte et Harold Martin, puis d'autres, qui sont les héros de la Calédonie française, les plus grandes gueules, si je puis dire, pour défendre la Nouvelle-Calédonie française. Donc, c'est quand même un mauvais signe pour ce qui me concerne. Puis ensuite, il est encore plus déséquilibré quand on voit qu'il y a 3 indépendantistes d'un côté, 3 loyalistes, Thierry Santa, Sonia Baquès et Pierre Faugier, et puis 2 Calédoniens ensemble, qui se disent loyalistes, mais qui en fait ont toujours été un parti d'opposition aux loyalistes. Ils ont toujours voté avec les indépendantistes. Philippe Germain a été élu à la présidence du gouvernement par les indépendantistes. Vous voyez, la politique économique qui avait été faite à l'époque, c'était en fait par Rocco Amitan qui présidait la commission Vichère du Congrès, Philippe Germain président du gouvernement, et dans cette commission Vichère, il y avait les syndicats, et il y avait Philippe Michel qui pratiquement dirigeait les débats. Ça nous donnait une économie administrée où tout devait être contrôlé, quoi. Les prix, les marges, l'exportation, les importations, l'augmentation des impôts, etc. Bref, c'est tout à fait dans une économie de type socialiste. Et puis, vous vous rappelez quand même cette quasi-embrassade de Philippe Gomes avec Néaoutine et Dang en Corée, se félicitant de l'usine offshore qui emploie à peu près 0 Calédoniens. Et puis, ce désir de Gomes de prendre absolument 51% de la SLM, faire comme cette réussite magnifique de prendre 51% du Nord, qui l'a conduit à avoir 100 milliards de dettes. C'est catastrophique. Ils sont très très proches du mouvement indépendantiste. Alors peut-être que ça arrange l'État. Plus facile de discuter avec eux que de discuter avec Simon Louécotte et Harold Martin. Vous pensez que c'est donc dans ce comité, il y a un déséquilibre entre les 2 grandes tendances politiques de Nouvelle-Calédonie? Alors, quid du comité des signataires? Alors, encore une fois, le format n'a pas encore été déterminé. Le ministre fait référence évidemment au comité Le Prédour, a indiqué qu'il pourrait être élargi.
Mais quid du comité des signataires? Parce que lui, c'est pas un comité élargi, c'est un comité qui existe dans l'accord de Nouméa. Ce qui va devenir le comité des signataires, je pense qu'ils vont essayer de l'oublier pour les raisons que je viens de donner. Et puis parce que ce que vous m'aviez indiqué juste avant que l'émission commence, c'est que c'est vrai que chaque gouvernement veut avoir sa propre œuvre. Hein. C'est comme, par exemple, Calédonie Ensemble a toujours pleuré en quelque sorte, parce qu'ils n'ont jamais pu signer les accords Matignon, ils n'ont pas signé les accords Nouméa, donc ils veulent bien signer un nouvel accord d'indépendance association éventuellement. Et là, peut-être que Sébastien Lecornu, il n'y a pas de raison, il y a eu le Pain Sec, Rocard, Jospin, etc. Et Emmanuel Macron veut aussi avoir son propre comité pour que la solution qui apparaisse soit une solution vraiment originale, une question d'ego peut-être. Vous pensez que malgré tout, il y a des décideurs dans le comité Le Prédour, des décideurs, des présidents de province en particulier. Dans le comité des signataires, il y a la légitimité de ceux qui ont conduit les discussions, enfin, parmi ceux qui ont conduit les discussions pour les différents accords, d'ailleurs, parce qu'on oublie les signataires des accords Matignon également, et Oudinot qui était important. Est-ce qu'il est important aussi pour le futur, les décisions futures concernant la Calédonie, à votre avis, que ces signataires qui sont des historiques, mais qui ont le souvenir de l'histoire, de ce qui s'est passé, l'expérience, est-ce que c'est important qu'ils y soient? Oui, on peut dire que c'est important, mais c'est vrai qu'il y a aussi des évolutions qui font que il y a des gens qui étaient signataires, qui n'ont pas été réélus, etc., et qui peut-être sont moins représentatifs que de nouveaux élus. Mais même là, c'est contestable, hein, parce qu'on voit par exemple qu'on aura Philippe Bunoyer et Philippe Gomez, qui c'est vrai ont été élus, mais ont ensuite subi des déroutes électorales, qui fait qu'ils sont beaucoup moins représentatifs que que leur part dans l'ensemble du groupe Le Prédour. Donc je crois que ce sont des réflexions qui sont conduites par l'État et par les partis politiques calédoniens, où ils essayent de faire quelque chose qui soit assez représentatif, en tout cas qui permette des discussions aboutissant finalement à une entente. Je crois que c'est ça qui est important. C'est le plus important. Voilà, c'est ça. Alors, autre sujet qui avait été évoqué dans les mois précédents, un objectif, mais qu'on a entendu maintes fois depuis des décennies, un objectif, l'autosuffisance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. À votre avis, est-ce que c'est possible, utopique, un objectif atteignable, Oui. une quête désespérée? Je crois que c'est surtout l'autosuffisance de ceux qui font cette proposition. Parce que, mais même les grands pays agricoles comme la France, un des plus grands pays agricoles, elle importe beaucoup de ses produits. L'autosuffisance alimentaire, ça fait plaisir. Calédonie Ensemble, à une époque, parlait même de souveraineté alimentaire. Magnifique. Mais ça n'existe nulle part. Alors, ça présente un intérêt quand même si on était indépendant, si on n'avait pas de protection. On dit, oh là là, mais comment on va faire si jamais on ne peut pas manger? Mais on n'est pas en état de siège, il n'y a personne qui nous empêche d'acheter des produits importés. Donc même en France, je vous dis, non pas en France, la France est en train d'équilibrer seulement ses comptes avec l'Union européenne, sa balance commerciale agroalimentaire, et les pays émergents commencent à la rattraper. Ouais, c'est parce que les échanges, c'est ça qui fait les richesses des nations, ce sont les échanges. Plus elles échangent entre elles, plus chacune devient riche. Plus elles se rétractent et plus chacune devient pauvre. C'est ça la vérité. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un autre objectif quand même là derrière, c'est que il y a une population agricole qui vive de son travail. C'est ça qui est normal. C'est ça qu'il faut encourager. Il faut trouver des productions. On ne va pas tout produire, vous comprenez? On ne va pas produire du vin, on ne va pas produire de l'huile, des céréales, que sais-je encore. Il faut produire des productions plus spécialisées. On a plus de chances d'être rentable. Alors l'aquaculture est un exemple, la crevette, mais aussi
d'autres produits, les poissons, etc. Oui, largement aidé par les finances publiques. Largement moins, puisque je m'en suis occupé à une époque, je peux vous le dire, j'ai fait le calcul, beaucoup moins aidé que toutes les autres productions agricoles. Voilà. Quand j'ai rapporté l'aide au nombre de salariés, eh bien, quand on sait que, par exemple, la production de crevettes à elle seule, salariés complets, je dirais, et salariés saisonniers, ça fait travailler plus de 1000 personnes, dont les 2 tiers en brousse. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il y a le cerf, pour l'instant on a plutôt échoué, mais on peut continuer, il faut continuer dans cette filière. Il y a la filière squash, qui est même une filière d'exportation. Et puis il y a tout ce qu'on peut faire normalement ici, et même au-delà, parce qu'il y a une réussite avec les fraisiers de Païta, par exemple, qui a été remarquable. Il y a aussi un échec qui a été remarquable, ça a été lorsque la CAFAT, avec l'APU de Calédonie ensemble, a coulé la société Moulin Calonne de Bourail, qui fabriquait des yaourts, en lui mettant une amende de 50 millions, parce qu'il s'agissait de transformation du lait, et ils avaient payé le tarif agricole. 50 millions d'amende, ça les a tués. Voilà. Alors qu'il y avait un vrai espoir dans la filière lait, tout simplement parce que même si on n'a pas trop l'habitude du lait en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude des bovins, de l'élevage de vaches, il y en a beaucoup. Et donc ça, c'était très possible. Alors, elle a été tuée, donc on pourrait très bien la reprendre. Donc il y a des exemples quand même de production agroalimentaire possible en Nouvelle-Calédonie. Mais il ne faut pas parler d'autosuffisance, c'est de la plaisanterie. Est-ce que depuis 3 décennies, disons, depuis la fin des événements, vous avez le sentiment qu'il y a eu du progrès notable dans les productions agroalimentaires en Nouvelle-Calédonie, aussi bien les productions agricoles que les productions ovines, porcines, bien sûr, transformation. Il y a un grand progrès, pas toujours en quantité, notamment pour l'élevage bovin, mais en qualité, c'est sûr. Tous les produits agricoles calédoniens ont progressé de manière remarquable. Les fruits d'aujourd'hui sont quand même le plus souvent de très beaux fruits, les légumes aussi, je me rappelle. Avec moins de pesticides, semble-t-il. Moins de pesticides en plus, et puis des améliorations génétiques, parce qu'il y a un institut agronomique calédonien, enfin, des instituts de recherche, l'IRD, etc. Et les agriculteurs sont devenus des gens modernes maintenant, et qui savent utiliser toutes les procédures, toutes les techniques, tous les matériels modernes. Et donc, il y a eu un grand progrès. Et il faut absolument... Mais alors, ce qui est un peu regrettable là-dedans, c'est que souvent ce progrès se fait au détriment de l'emploi. Notamment le machinisme agricole fait perdre des emplois. Alors il faut quand même faire attention à ça, parce que le plus important, c'est quand même maintenir un pays agricole en Nouvelle-Calédonie. L'aménagement du territoire est quand même très important. Et il y a une deuxième chose aussi quand même qu'il faut garder en tête, c'est le prix des fruits et légumes. Parce que là, c'est quand même une catastrophe pour le consommateur. Et donc, il y a des solutions, j'en ai moi-même proposé, et un jour, vous m'inviterez pour en parler éventuellement. Oui, parce que c'est un vaste sujet. Les prix et légumes, le kilo de salade le plus cher du monde, on en reparlera. Autre sujet, mais qui concerne également l'alimentaire, il était dans les tiroirs du précédent gouvernement, du gouvernement qui gère les affaires courantes, un plan de relance, et au sein de ce plan, il y avait une proposition pour supprimer pour un certain nombre de produits les droits de douane pour les importations en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Bonne idée, mauvaise idée d'après vous? Ah, mais pour le consommateur, c'est clair, c'est une très bonne idée, c'est une excellente idée même. Là, c'est pas normal, on est dans un marché dans le Pacifique où des producteurs sont proches, c'est des producteurs australiens et néo-zélandais, éventuellement d'ailleurs japonais ou autres, et au lieu d'en profiter, ils sont taxés de droits de douane qui vont grosso modo entre 10 et 20%. Donc si on supprimait ces droits de douane, on aurait des produits australiens ou néo-zélandais 10 ou 20% moins cher. C'est quand même, c'est pas négligeable quand même. C'est un gros avantage. Alors l'inconvénient, c'est que c'est pas si facile à mettre en œuvre, parce que sinon je pense que ça aurait pu être fait depuis longtemps. C'est tout simplement que ça rapporte de l'argent au budget de la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'on peut l'évaluer
de l'ordre de 7 ou 8 milliards, je n'ai pas tout à fait les chiffres en tête, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc, où les trouver? Alors, si vous les trouvez en faisant payer plus cher les produits français, je ne crois pas que les loyalistes y gagnent en quelque sorte. C'est un peu une punition pour la France, quoi. La France nous dit on vous aide et nous on dit bah ok, mais on va vous imposer, on va imposer davantage vos produits. On se conduirait un peu comme les Tahitiens qui font venir des Boeing alors qu'ils sont Tahiti Nui subventionnés par la défiscalisation française, ou bien KNS, dont pas un engin ou un véhicule est français alors qu'ils profitent de défiscalisation et des subventions de la métropole. Donc il y a un certain égoïsme qu'il faut hésiter à avoir. Mais on peut imaginer de trouver des compensations. Des compensations. Alors, évidemment, l'idéal, ce sera en économie de dépenses. Mais au moins, par exemple, sur l'impôt sur le revenu, enfin sur d'autres impôts, en tous les cas, que les impôts à l'importation. En tous les cas, si on fait baisser le coût de la vie, ça laisse davantage ou de l'épargne ou des marges de dépenses supplémentaires aux consommateurs. Parce qu'indéniablement, ça aurait un effet positif sur la cherté de vie et l'accès à un certain nombre de produits. Voilà, en plus, surtout finalement pour les petits consommateurs, enfin les consommateurs aux revenus les plus faibles, bien souvent, produits alimentaires, c'est ce qui est la dépense la plus importante dans les ménages les plus pauvres. Donc, une baisse de ces prix serait quand même bienvenue. Alors, en attendant, de toute façon, il n'y a pas de nouveau gouvernement. Le gouvernement actuel gère les affaires courantes. Le nouveau gouvernement n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la présidence. C'est donc une affaire que nous allons suivre lors d'une prochaine rencontre. Pierre Bretonnier, merci. Merci Gabi.